Bonjour Dominique Massot. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, à Sète pendant le festival de poésie de Sète 2022. Nous sommes au parc de Simon Weil où il y a de toutes les lectures, etc. qui se passent. Donc, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? C'est difficile de se présenter un petit peu. Tu peux faire autant que tu veux. Voilà, je vais commencer par dire que je suis un passionné d'écriture. Je suis un passionné d'écriture et notamment de poésie dans l'oralité. Moi, j'ai commencé non pas à lire de la poésie quand j'étais enfant, parce que je détestais lire, mais j'adorais écouter en boucle des disques vinyles qui disaient les poèmes de Boris Vian, Jacques Prévert, Raymond Queneau et d'autres de cette belle époque d'après-guerre. Et puis après, la chanson française avec des gens comme Léo Ferré, François Béranger, Mama Béat Jekelski, Georges Brassens, bien sûr, Jacques Brel, etc., Renaud, Hubert Félix Stieffen, qui sont pour moi des grands poètes. Et avec ce retour à l'oralité que l'imprimerie avait un peu tué, quoi. Donc moi, j'ai, quelques années après, rencontré alors un mouvement qui porte un nom assez barbare, qui est le slam. J'ai rencontré ça par hasard sur internet et j'ai vu qu'il s'agissait d'oralité. Je m'y suis intéressé, je suis allé voir à Paris ce que c'était le slam et j'ai été convaincu au premier coup, un vrai coup de cœur. Et là, je me suis dit, tiens, je rentrais en Belgique parce que voilà, je suis né en Belgique, je suis liégeois d'origine. Et donc là, je me suis dit, ça y est, je rentre en Belgique, je vais aller slammer. Il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas une seule scène slam en Belgique francophone. Donc j'ai créé les premières scènes slam en Belgique. Et là, alors le mouvement a pris de l'ampleur. Et ce que j'aime beaucoup aussi, parce que j'ai aussi traditionnellement, depuis que j'ai arrêté mes études en agronomie, c'est très étrange, enfin des études scientifiques, juste après, je me suis intéressé au théâtre-action, un théâtre militant, et donc porteur de tout ça, j'ai trouvé que le slam s'inscrivait dans cet esprit important de rendre la parole aux gens. Et donc le slam, c'est une scène ouverte où qui veut dire un texte de son écriture peut le faire. Et donc voilà, c'est C'était quelles années? Donc ça, c'était en 2005, 2004, 2005. Voilà. Avant ça, j'ai fait du théâtre-action, j'ai fait d'autres expériences autour de l'écriture. Et puis là, j'ai continué à écrire pour l'oralité. Aussi, je me suis intéressé à la poésie sonore beaucoup, avec des gens comme Chopin ou bien Heidsieck, Jean-Pierre Verhegen en Belgique, des Vincent Tholomé, qui est un grand ami à moi, avec qui on avait créé, et d'autres poètes comme Laurence Vielle, on avait créé un groupe qui s'appelait le Big Band de littérature féroce avec ou sans dents. Voilà. Et ça a été un événement très important en Belgique, parce qu'on remplissait les salles avec de la poésie, ce que c'était jamais vu. Et donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Après j'ai publié, et j'ai publié non seulement dans l'oralité, mais aussi pour le livre, parce que c'est pas parce que j'aime l'oralité que je vais me désintéresser ou dénigrer la poésie en lecture silencieuse. Je la trouve tout aussi importante. Ce qui me semble important dans l'acte d'écrire de la poésie, c'est de bousculer, d'interroger, de secouer le cocotier quand on est dans un monde où la puissance, on va dire les mots, du capitalisme ont imposé une pensée uniforme, la pensée unique, ou les pensées uniques, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais voilà. Et la poésie doit ruer dans les brancards là-dedans, avec tous ses outils linguistiques et émotionnels et créatifs. Voilà, en gros, voilà, je me suis présenté un peu longuement. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire, j'ai écrit quelques poèmes quand j'étais adolescent, mais la première écriture soutenue, c'était en 1980, quand j'avais loué une chambre, mes parents avaient loué une chambre d'étudiants, un cote, on dit en Belgique, à Gembloux, donc pour mes études d'ingénieur agronome. Donc là, je découvrais non seulement la botanique, la zoologie, la génétique
des cours qui me plaisaient beaucoup, auxquels je m'intéressais beaucoup, mais aussi des étudiants en provenance de tous les pays, du Liban, du Sénégal, du Canada, enfin d'un peu partout, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie. Et donc tous ces gens m'ont parlé aussi de leurs auteurs, de leur culture, de leur cuisine aussi, parce que je suis un grand amateur de cuisine, j'aime cuisiner, j'aime bien manger, et je m'intéresse aussi à la diversité des cultures à travers la gastronomie. Et donc voilà, bon, j'ai découvert un peu le monde à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 19 ans, 18 ans quand j'ai commencé à écrire presque quotidiennement. Premier poème, premier recueil publié, premier slam performé. Alors, donc moi j'ai commencé par écrire des textes pour le théâtre action, donc à partir d'enquêtes que l'on menait auprès des gens d'un quartier, d'une région, d'un milieu social, pour pouvoir après monter un spectacle qu'on restituait à ce public et qui lui après réagissait et on essayait d'encadrer leurs propres paroles au travers d'un atelier théâtre. Donc ça, c'était assez tôt, c'était en 1985-86. Ensuite, j'ai fait je crois que c'était dans la fin des années 80, mes premières scènes de poésie. D'abord, c'est les autres qui lisaient mes textes parce que je n'osais pas. J'ai fait quelques cours, j'ai suivi les cours de déclamation à l'Académie Grétry à Liège. Et puis après, j'ai fait le pas. Donc ça, c'était aux alentours de 1990, par là, je ne sais plus précisément. Ensuite, j'ai publié en revue à ce moment-là. Et puis ma première publication écrite, c'était à l'Arbre à Parole, L'œil du silence. Et je crois que c'était en l'an 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai publié régulièrement. Pour le slam, ma première scène slam était à Paris. Il y avait d'ailleurs Grand Corps Malade, il y avait Nicoca, il y en avait d'autres présents sur scène. Voilà, Grand Corps Malade n'était pas encore la star qu'il est devenu. Et donc on slamait les uns après les autres sur des scènes ouvertes à tout le monde. Ça, c'était à Paris avec notamment, comment s'appelait ce collectif qui s'appelait Planète Slam. Voilà, c'était en 2005, 2004, je crois. Oui. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Bon, je vais citer des gens que j'aime particulièrement. Je veux dire, dans la pensée, par exemple, Henri Michaud n'est pas mon préféré, mais en termes d'écriture, de curiosité, d'interrogation, de façon de bousculer l'esprit, j'aime beaucoup Henri Michaud, et notamment Les Voyages en Grande Garabagne, tout ce recueil Ailleurs, qui présente des populations qui ont des us et coutumes totalement imaginaires, mais c'est vraiment intéressant. Il y a Francis Ponge, ce parti pris des choses. Il y a Charles Penquin, m'a beaucoup frappé et peut-être influencé aussi dans sa façon de dire, d'écrire de manière cyclique, répétitive, avec des choses quotidiennes. Voilà, en gros, mais il y en a plein. Hein. J'ai cité les chanteurs aussi, beaucoup. Hubert Félix Thieffen est un de mes poètes actuels préférés. Comment tu écris, construis, crées tes poésies, et poésie sonore, poésie textuelle? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors, ça dépend ce qu'on entend hein, par poétique. Moi, je trouve qu'une des grandes caractéristiques de la poésie, c'est qu'on travaille sur le langage même, donc, et la pensée qui est derrière. C'est l'art du fragment, donc ça c'est important aussi. Et le fait que l'auteur, quand il propose un poème, il cultive le double sens, par exemple, ce qui est proscrit en mathématiques, par exemple. En mathématiques, c'est le si et seulement si, un concept égale un mot égale un concept. En poésie, c'est totalement autre chose. L'auteur va proposer un poème et le poème ne sera achevé que lorsque l'auteur l'aura entendu et l'aura dans sa tête réécrit, reconstruit. Voilà. Et ça, j'adore ce rapport-là. Que ce soit dans l'oralité, où à ce moment-là, les choses doivent passer en une seule écoute, très rapidement. Un poème d'une page, ça dure maximum 3 minutes. Ou alors par le livre, où le lecteur peut revenir
de manière plus lente, alors dans le texte, on va lire quelques autres poèmes, puis on revient en arrière, on relit le poème une fois, deux fois, 10 fois, et à ce moment-là, on accueille beaucoup plus la densité du poème, parce que la densité de l'écriture, pour moi, est quelque chose d'important aussi. Je crois qu'on demande parfois aux écrivains, qu'est-ce que vous emporteriez avec vous comme livre sur une île déserte? Alors, je n'ai pas encore choisi le livre que j'emporterai, mais peut-être que je n'emporterai qu'un seul poème, parce qu'avec un poème, je peux en écrire 10 000. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Alors, justement, je trouve qu'il y a eu un moment, l'impression pour moi d'une espèce d'essoufflement et de cérébralisation de la poésie à travers ce poème épuré, dense, dans le livre, dans la page. Et je pense que le slam le slam a charrié avec lui une façon de redire la poésie déjà dans l'oralité, mais parfois avec des milieux très différents que les milieux intellectuels, qui étaient ceux qui publiaient essentiellement la poésie jusque-là, ces quelques dernières centaines d'années. Et là, ça a régénéré, redonné un nouveau souffle à la poésie. Et je trouve que même les poètes qui ont jamais participé à des scènes slam ont peut-être une poésie plus inscrite dans le quotidien des gens actuellement. On trouve, par exemple, j'ai découvert moi ici au Festival de Sète, alors qu'elle n'a pas pu venir, mais j'ai écouté ses textes, la poétesse palestinienne Nida Younis. J'ai été vraiment séduit par cette écriture très moderne, très nouvelle, et qui garde à la fois ce côté un peu questionnant philosophiquement, cet art de travailler à la fois la matière langage et la matière émotionnelle, mais en plus qui accueille, je sais pas moi, des objets actuels, le smartphone dans un poème, ben on se permet quoi. Avant peut-être, oh là là, c'était... Est-ce qu'elle est venue cette année-là? Je pense qu'elle n'est pas venue cette année. Elle fait partie de la programmation du festival, mais les autorités ne lui ont pas donné les papiers en dernière minute et elle n'est pas venue en personne. Elle publie chez Almanar et je me suis ils vont faire une visio-lecture? J'ai pas vu de visio-lecture, mais... C'est par ailleurs que tu écoutais. Ouais. D'accord. La traduction? Ah, ça c'est tout un programme aussi. Je pense que la traduction d'un poème, actuellement en tout cas, peut-être au temps de Victor Hugo, ou chez des poètes, on va dire figuratifs, c'est possible. Mais quand on cultive justement le double sens, par exemple, surtout en français, c'est totalement impossible. On ne peut pas traduire un poème. Peut-être qu'en flamand, par exemple, parce que moi je suis belge, c'est en néerlandais, c'est un ami qui me disait que, par exemple, le même son, comment est-ce qu'on va dire, je n'ai pas d'exemple en tête, mais enfin le même son ne va jamais signifier des choses différentes en flamand, tandis qu'en français, oui. Et je pense qu'à ce moment-là, s'il y a ce double sens, ce travail de sonorité, c'est parfaitement impossible. On ne peut pas traduire un poème francophone dans une autre langue. Par contre, des adaptations, oui, et ça c'est magnifique, parce que je trouve que quand on propose la traduction, par exemple en italien, d'un livre, je sais pas moi, allez, disons, qu'est-ce qu'on va dire, Hervé Bruno, par exemple, qui est en train de dire des textes là derrière, on va pouvoir... on devrait proposer, par exemple, la traduction en italien d'un livre d'Hervé Bruno. Il faudrait traduire avec une dizaine de traducteurs différents et traduire ci et là des textes avec 10 traductions différentes. Et ça, voilà, moi j'attends ça. Par exemple, je suis très frustré avec un poète que j'adore, parce qu'il est dans l'indécasyllabe. Moi j'adore l'indécasyllabe, mais je sais bien qu'en italien c'est faux, c'est une fausse indécasyllabe à cause des longues et des courtes, mais Cesare Pavese, et moi je connais pas les langues étrangères, je les adore, j'adore les écouter, mais je les connais pas. Et là, en lisant Pavese, je sais que je passe à côté de quelque chose, de toute façon. Est-ce que tu peux parler un petit peu de
de tes travaux, tes projets et tes collaborations. Je crois que tu fais pas mal de choses. Oui, alors déjà je vais vous montrer ceci. Hein. Mhm, Donc lieu, lien, langue, mhm, qui vient de paraître aux éditions L'Arbre à Parole. Et c'est un travail de plus de 20 ans. mhm, Et le principe, c'est de refuser ce constat que je fais depuis pas mal de temps, mais que l'auteur, un écrivain, il est tout seul dans son livre. En général, il y a peut-être une petite notice biographique qui va évoquer des liens avec d'autres personnes, des liens avec des lieux, etc. Mais en général, il est tout seul et nu avec son texte. Et moi, j'aime ramener un peu le poète dans ses liens. Donc ici, il y a 65 personnes qui ont rebondi sur mes textes. Donc moi, j'ai écrit des textes sur des lieux. Et puis après, je me suis dit, tiens, tel lieu, tel poète, il connaît ce lieu. Par exemple, Sidi Ifni, c'est un bled perdu dans le sud du Maroc. Et je sais que des amis ont, et notamment un ami musicien, et voilà, qui a rebondi alors à partir d'un texte sur Sidi Ifni. Donc j'écris des textes sur des lieux, et puis je demande à des amis de rebondir en illustration, en traduction, en poésie, en prose, ce qu'on veut, pourvu que ça tienne dans un livre. Et donc, le but, c'est pas de dire je fais une anthologie. Et je me suis bien fâché avec beaucoup de monde. Et j'ai dit, s'il vous plaît, ne dites pas ceci est une anthologie. Il faut dire ceci n'est pas une anthologie. C'est un livre de Dominique Masseau, mais Dominique Masseau qui est présenté dans ses liens avec les autres. Comme si chaque être humain, chaque écrivain était une espèce de pieuvre dont les tentacules sont reliés à d'autres êtres humains et à la nature, à tout ce qui nous entoure. Alors, un autre projet qui va venir et qui m'enchante, c'est que dans l'année, à partir de janvier 2023, je vais entrer dans une année et demie où je serai écrivain nomade. J'ai fait appel, en général, moi, quand je demande des résidences d'écriture, des bourses d'études, des bourses pour l'écriture, tout ce qui est institutionnel m'est refusé. Je ne sais pas ce qui se passe avec Dominique Masseau, mais il n'obtient jamais rien. C'est toujours niet, niet, nada. Par contre, humainement, dans mes relations, j'ai un réseau incroyable d'amis, et dans ces liens avec ces amis, quand je fais un appel, tout le monde est là. Et là, donc, moi, au départ, j'ai pas fait de demande de résidence d'écriture. J'ai dit, je vais faire appel aux amis. Et je dis, voilà, est-ce que vous voulez accueillir Dominique Masseau 15 jours, 3 semaines maximum, et puis après, je pars ailleurs. Et vous m'accueillez, et moi, j'écris, c'est tout. Et donc, c'est vraiment un accueil pur et simple. Et donc là, j'ai été très étonné, mais dans les semaines qui ont suivi, il y a une quarantaine de personnes qui m'ont dit « Oh oui, Dom, tu viens quand tu veux ». Donc je me suis dit « Oula, mais ça va faire plus qu'une année ». Et après sont venues aussi une ou l'autre résidence d'écriture, notamment la Factory en Normandie. Et voilà, donc c'est mon projet. Et puis là, c'est venu greffer un autre projet, mais qui va s'intégrer à celui-ci. C'est Pascal Tison, l'émission Par oui dire à la RTBF, la radio belge, une émission qui a lieu tous les jours à 22h, qui est magnifique, qui est dans le son, dans la rencontre avec les gens, et le site Le Grain des Choses, qui est une revue sonore sur Internet, avec Yves et Claire qui mènent ça, et eux m'ont dit, ben voilà, on te donne du matériel d'enregistrement, tu prends du son, tu écris, et une fois par mois, tu nous livres une chronique. Donc voilà, il y a un dossier qui est rentré actuellement, et donc ça fera partie de ce projet que j'ai appelé mon tour de franche écriture. Génial. À propos de ton livre, en fait, je dis toujours à mes amis, l'art, ce n'est pas une fin, une œuvre d'art, ce n'est pas une fin, mais c'est un début. Ça veut dire, à partir de là-bas, on peut aller, comme on dit, à l'infini. Exactement, je pense comme toi. Ça veut dire, c'est comme dire, à partir d'un texte, l'autre qui peut faire une photo, deux photos, l'autre. Et je peux revenir aussi de cette photo-là, faire encore une autre chose. C'est quelque chose, un type de, comment on dit, énergie kinétique, comme ça, Oui. c'est extraordinaire. Et sinon, la poésie, est-ce que l'art est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Pour les autres, ceux Pour qui ne les sont autres, pas poètes. oui. Ouais. Bah oui, moi je pense. Je pense qu'effectivement, depuis la poésie, hein, il y avait, je me souviens, un vieux poète sénégalais qui avait dit la poésie est un souffle qui nous traverse.
Et c'est pas nous qui soufflons la poésie, c'est le souffle de la poésie qui nous traverse. Et je pense qu'effectivement, on en a beaucoup besoin parce que je pense qu'avec la Renaissance et puis la modernité, etc., et puis on s'est mis sur les rails du chemin de fer et du progrès technique, et on a cru longtemps qu'une relation d'humilité avec les choses qui nous entourent était absolument vaine, ça servait à rien. Et on se rend compte petit à petit, autant avec l'environnement, la nature, les mers, l'air qu'on pollue avec notre technicité, ben voilà, tout le monde le sait à long terme, ce n'est pas viable. Et je crois qu'on se rend compte de ça et que du coup, cette attitude du poète d'être peut-être davantage dans le réceptif que dans l'action, que dans l'actif, hein, c'est le yin et le yang. C'est boire les choses, c'est recevoir, c'est l'humilité et après dire voilà, on fait partie des choses, on est en lien avec les choses. Ça fait partie de l'attitude poétique de l'être humain et les poètes, en tout cas certains poètes, peuvent aider à ça. Qu'est-ce que tu penses de festival de poésie de Sète? Ah. Alors, moi je suis venu comme invité en 2014 puis en 2018 et depuis 2018 j'y viens chaque année sans y être invité parce que je sais toutes les difficultés qu'il y a à trouver le soutien à la fois de la mairie, de la population, de la région, etc. pour avoir de quoi bien organiser le festival. La poésie, c'est pas toujours regardé avec sympathie, ça rapporte rien, a priori. Et donc c'est un long combat que Maïté mène. Je sais que parfois les poètes sont invités dans des conditions assez précaires, mais on a quand même ici réussi à maintenir le festival dans la ville, dans des lieux très divers, même chez les gens, dans le petit jardin d'une personne là, au numéro 5 de la rue du Génie, ici, magnifique, avec des grands arbres, des vieux murs, des chats qui se baladent partout. Il y a une diversité de voix, d'écriture, de langues aussi, hein, puisqu'on a des latino-américains, des italiens, des gens qui viennent d'un peu partout. Cette diversité-là, et puis cette possibilité, comme on est toujours proche d'une scène, de l'autre, de découvrir, en marchant d'une scène à l'autre, on découvre quelque chose qu'on n'avait pas coché dans son programme, et on croise une personne, ou un chien avec un chapeau, et on va boire un verre avec lui, et puis on discute. Moi j'ai rencontré Bretonneau comme ça, et puis ça m'a amené à un atelier d'écriture avec Juliette M et Bretonneau. Et c'était une très très belle expérience. Donc il y a à la fois de la surprise et puis du lien humain, du lien voilà, en poésie. Puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion en tant qu'auteur de rencontrer autant de poètes en si peu de temps. Tu vas aussi au marché de la poésie à Paris, je suppose. Oui, Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes impressions? Bah, c'est pas du tout la même chose, hein. Tout est concentré place Saint-Sulpice. On est tous serrés, les uns. Voilà, il y a une espèce de promiscuité qui parfois peut être sympa aussi, parce que moi j'y vais aussi pour revoir des gens, voilà. Mais bon, après tous les éditeurs sont là, mais ils sont ici aussi. Peut-être plus encore à Paris. Mais je trouve que c'est moins vivant parce qu'il y a moins de moments de lecture, par exemple. Oui, c'est différent. C'est très différent. Mais ce sont des lieux de rencontre très importants. Ouais. Et est-ce que tu sais, comme on dit, les autres rencontres poétiques les plus importantes, ça veut dire les deux sont Sète et Paris? Je crois qu'il y a encore le festival de Trois-Rivières au Québec. Ah oui, Je pense qu'il est assez important. C'est un peu loin, mais... C'est un peu loin, ouais, pour aller comme ça, quand on n'est pas invité. Avec une caravane. Ouais, il y a le festival de Malmström à Bruxelles, mais qui est un peu en mouvement pour le moment parce que le lieu qui accueillait, qui était l'espace Sangor, a été en crise. À la fois, il fallait refaire les bâtiments, il y a eu un changement de direction, etc. Mais qui persiste aussi, qui continue. Moi, j'adore aussi le festival Auditive qui avait autour des éditions Pleine Page et qui avait lieu avant dans la Provence verte. Et c'est passé d'un festival des champs à un festival des villes, puisque maintenant ils sont accueillis par la ville de Toulon.
Mais je le trouve très intéressant. Ce que j'aime dans ce festival surtout, c'est qu'ils ont toujours lié, parce que c'est une question locale importante, les questions de l'eau et la poésie. Et donc il y a tout à la fois des lectures de poètes, des rencontres avec les poètes, et puis des ingénieurs qui vont parler des problèmes de l'eau dans la région. Et tu fais des photos aussi? J'adore la Est-ce que tu peux parler un petit peu de la photographie, cette casquette photographe Oui. Ben jusqu'ici, je veux dire, moi, c'est personnel, c'est peut-être des traces, des regards. Hier, je suis allé faire du vélo le long de la corniche et puis de l'étang de Thau. Et voilà, puis je me suis amusé à photographier des gros plans dans les dunes, quoi, des plantes et des courbes. Beaucoup, c'est très en courbe. Les attitudes des scènes un peu à la Douaneau, j'aime beaucoup photographier. Et aussi, enfin voilà, toutes sortes de choses, des jeux de lumière. J'aime beaucoup les ombres et lumière. Mais surtout, je suis très sensible aux photos que je regarde, donc aux photographes, à ce que les photographes proposent. Et donc moi j'écris et je me suis fait illustrer par des photographes et je travaille parfois en écriture à partir de photographies. Notamment par exemple avec Nanou de Cocker qui est à Bruxelles et dont j'avais illustré des macro-photos de fruits et légumes. Et donc ça a donné le 3e chapitre de mon livre Nourrir le rond. Et ici Nanou est en train d'illustrer un texte qui j'espère sera publié l'année prochaine, qui s'appelle « Elle dit bonjour depuis la lune » et qui parle de ces sentiments qui sont peut-être fluctuants entre l'amour et l'amitié, mais où parfois on ne sait plus trop bien où ça se trouve. Merci beaucoup. Merci. Inertie, trouble et merci parfois dans le gris, griserie de tourbillons sous peau de bouffine. La courtoisie ne fait pas de vagues, comme l'ennui. Le mascaret vient à heure fixe, à jour de fête. L'orage, lui, vient chaque jour et s'endort, oublie, fracas et trombe. Je prends pourtant dans le cou comme des coups de caoutchouc, d'on ne sait où, au beau milieu des pas tranquilles. Une montre molle au nombril. Les gens vaquent, comme des daims au parc. Polis comme de vieux crânes, et suivent des lignes bleues avec haut le menton. Ils bicyclent, ils berlinent, ils cat-cat. Et que trament-ils? Du feutre, des feux, des verts ou des rouges, du silence? En bord de Garonne, on est bien au propre bord de les taupes, et le large torrent, immobile, prend des airs de vieux reptiles entre deux airs glaciaires, marée sans mer, forêt sans loup, et joie sans cri. Mais un ange de chez Haut-Lagrange passe, vif, dans un verre de lumière comme glace de citron gras, me souvigne, me sémillonne tout à coup l'éclair, enfin. J'ai le nez qui s'envole, le neurone qui décolle, et voilà, maintenant, le pied plongé comme un cep dans les fraîcheurs enfouies des graves, je ressuscite, et désormais, j'accepterai la plaine. Dérangé tout temple de polis de pompons, de poncifs, de barbotage, dérangé, idée branchée, grave et grave en panthéon, dérangé, idée déridée, rivée en beauté, dérangé, en boîte à bobo botoxé, dérangé, box to box, dérangé, éthique de toc, de toqué, de fric,
qui est grosse comme doc à bidoche au nitrite, grosse comme œuf, comme ouf de œuf de coucou gris, 10 ans, petit nid dans petit nid, vraiment tout petit nid, dérangé les coffres des grands, oui, j'ai dérangé, désengrangé ces vieux vœux de grands, et leurs coffres, je les ai désengrangés à l'ombre d'oranger d'Irlande, lentement dérangés dans les eaux du papier, les harmonies, des échos, des sirènes du grand du grand marché, où nul ne marche ni ne nage, où ça roule en rond zigzagué, j'ai zigzagué mes circuits, cassé la route floutée, les jours et les nuits, dans des dehors perdus, sans tour opérateur, j'ai bousculé mes inerties, bousculé mes agitations, mes jeux de coudes, l'huile des fiers à bras, les fabrications de troupes boostées à bouffer, puis belle et puis compétitive, combousculer les impatiences d'en découdre, les amas, les asseoir, cufas sur les tas de morts, et tas d'étranges en sursis bousculés, vociférer, à faire vaciller les tasses de soporine ou de dopamine, fustiger les fioles mal masquées de ciguë, les fissures extradées d'amiante, et les amitiés sans âme et sans viande, déranger encore, ici même, dans le poème. J'aimais le mouvement des mers figées dans les siècles des siècles, et qui bondent le temps, l'invisible masse planctonique dans la nasse des eaux. J'aimais les vagues de schiste et de granit, j'allais en chivague gravir les flancs et les cuisses, des accidents pétrifiés de nos socles et de nos bains. J'aimais des monts, les tons, les sons et l'herbe courte, le lotier, la dompte, le sénesson et leur citron qui éclaboussent même les neurones en brousse drôle de l'humaine. Si tant est qu'on s'y branche, on s'y électrise papille de pupille. J'aimais le rond, la bulle des dunes, des lunes amies qu'on collectionne à la pelle dans l'œil sans aucune économie d'échelle. J'aimais, oui, l'escalade, calme, et les sources, et le vertige, et les crêtes, les crêtes qui laissent le choix de rester ou de chuter. Chut. L'écoute et la vue là, le loin d'où l'on vient, où l'on resserre le plat, le faux plat, en spectacle, ici, jusqu'ici, le ça me sert le vice des plaines, pleinement truffées d'or et d'ennui, où pointent ci et là les coups courants des coudes. J'aimais ligneux, les monts et les mers vieilles, vieilles comme vont la vie des pierres et des saumures, et les lignées de plantes et de bêtes qui nous précèdent et nous dépassent. J'aimais le simple et les silences qui sourdent du poème sans vent. Petit chemin, tout doux, petit chemin tout doux, descend tout doux, petit chemin pas trop fort, fort, pas trop formidable, petit chemin juste bon, tourne, remonte un peu, pas trop fort, pas trop formidable, juste bon, oh, sans noisette mûre, oh, petit chemin nu, petit chemin creux, avance, entre petits flancs abrupts, avec des petits pieds dessus, mes petits pieds, des talus, de la caillasse, des éboulis, des culbutes, aubépine dorsale, fan, respire d'un silence vert, file et conduis donc mon petit pas, petit chemin, dans tes bonnes boues, tes bonnes herbes, sèches boues de bocage d'août, debout,
debout, je te suis, petit chemin de trinqueau, je bois mon bol d'air et de feuilles, un thé très bien comme ça me traverse, je suis dans petit chemin, et petit chemin me traverse, et c'est très bien comme ça, petit chemin comme ça, ortie m'entortille, et tes amis lamiers, truc orchidée, doux, petit vent dans petit chemin, vigne loin, là, au loin, les bouleaux font leur boulot, et le milan noir aussi, et les greniers de l'araignée boivent le ciel, boivent la pluie, creux dans le bol d'air, et quelques grammes de graminées, quelques ravines qui ravissent, et quelques huit cuits, et sept près le gracile appelle l'œil, et l'œil dit oui, six cailloux claquent, clic ou claquer, silex, claque, siffler, etc. Quelques céleri ou berce commente en riant m'élancer, derrière un canopé mûr à petit trou, le soleil et 5 chevaux fous. 4 criquets gris doux de brune, doux de brise, 3 chênes inclinent un peu leur force, tunnel, prose, fil et couture, fil du petit chemin, fil des pas d'entre l'ombre et l'or. Petit chemin fait, petit chemin fait ta petite affaire de fil ou d'égarement de petit chemin. Fait, l'air de rien, beaucoup de lumière et de fils et de mots dans toi finalement infiniment décousus. Nous sommes 8, 7, nous sommes 6, 5, nous sommes 4 et 3 et 2 et 1, et nous sommes un petit chemin et moi. Merci beaucoup.